Bonjour et bienvenue sur Mystérieuses Affaires criminelles. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que tout le monde cherche, mais que peu savent vraiment reconnaître, l'amitié. Pas les likes sur les réseaux, ni les échanges de surface. Je parle de la vraie, de celle qui te fait sentir moins seul dans ce monde un peu tordu. Trouver quelqu'un qui te comprend, qui pense comme toi, qui partage ton quotidien, c'est précieux, presque sacré. Mais parfois, derrière un sourire bienveillant, se cache un gouffre, un vide, glacial, que même l'amour ou la loyauté ne peuvent combler. Et quand cette confiance est offerte à la mauvaise personne, quand ce lien, que tu croyais indestructible, devient un piège, ce n'est pas seulement ton cœur qui risque de se briser, c'est ta vie entière qui peut basculer. Et dans l'histoire d'aujourd'hui, c'est exactement ce qui s'est produit. Une amitié entre une femme et un homme, qui semblait sincère, un quotidien partagé, et puis un plan sordide, une scène macabre, un corps brisé, un esprit torturé, et une tentative insensée d'effacer l'horreur, comme si tout cela n'avait jamais existé. Préparez-vous, ce que vous allez entendre va vous glacer le sang, parce qu'ici la trahison ne s'est pas limitée à un mensonge, elle a fini dans une marmite. James Schiffer est né en 1976. Tout le monde l'appelait Jimmy. Il a grandi à Lancaster, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Il faisait partie d'une grande fratrie, aux côtés de son frère Christian et de sa sœur Andrew. Très jeune déjà, James avait démontré des talents sportifs, et notamment en baseball, qu'il maîtrisait avec une aisance remarquable. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, il a décidé de partir vivre en Floride dans la banlieue de Daytona Beach, un endroit pittoresque, entouré de nature, baigné de soleil, presque idyllique. Mais derrière la tranquillité apparente de certains lieux paisibles, peuvent parfois se cacher les pires des monstres. En 2007, James s'est installé en Floride avec sa compagne de longue date, Candy Medina. Ils étaient ensemble depuis plusieurs années et ils avaient enfin emménagé dans une nouvelle maison. Le jeune couple s'est concentré sur l'éducation de leurs 3 enfants, Tyler, Christopher et Tally. Candy avait aussi un fils aîné, James, né d'une précédente union. Tout ce petit monde vivait sous le même toit. La famille était unie, complice. Mais malgré leur vie de famille bien remplie, James et Candy n'avaient jamais officialisé leur relation par un mariage. À Daytona Beach, James travaillait dans une entreprise locale spécialisée dans l'organisation d'événements privés et le transport de clients fortunés. La société proposait des services de location de limousines et autres véhicules de luxe. James s'est rapidement intégré à l'équipe. Il conduisait avec soin, toujours poli, toujours ponctuel. Ce travail lui plaisait. Et en plus, il rapportait bien. Très vite, James est devenu l'un des chauffeurs les plus demandés de l'entreprise. Un employé modèle, précieux aux yeux de la direction. Mais tout a basculé le 2 avril 2013. Ce jour-là, James avait une course comme tant d'autres. Comme d'habitude, il a embrassé Candy au beau milieu de la nuit, puis il est sorti récupérer le véhicule mis à disposition par son entreprise. Sa mission, transporter un groupe de clients de Kissimmee, en Floride, jusqu'à Tampa, puis les ramener. Un aller-retour prévu en 2 heures environ. James est arrivé à son lieu de travail vers 3 heures du matin, a récupéré le véhicule et est parti. Mais il n'est jamais rentré. Au fil des heures, Candy a commencé à s'inquiéter. Elle n'arrivait pas à le joindre. Aucun appel ne passait. Et quand elle recevait un message, c'était étrange. Des formulations inhabituelles, des réponses vagues. Quelque chose clochait. Alors, elle a appelé tous leurs proches, leurs amis, mais personne ne savait où était James. Personne ne l'avait vu. Personne ne comprenait. Le 4 avril, c'est le père de James qui a finalement décidé de contacter la police pour signaler la disparition de son fils. Les détectives ont tout de suite ouvert une enquête. Ils se sont d'abord tournés vers Candy. Lors d'un entretien à domicile, elle a confirmé qu'elle n'avait plus revu James depuis la nuit où il était parti travailler. Grâce à sa description, des affiches ont été imprimées avec sa photo. James portait, ce soir-là, une chemise noire élégante, un pantalon assorti et des chaussures habillées. C'était la tenue réglementaire. Chemise noire, pantalon élégant, chaussures de ville, le dress code classique du chauffeur de limousine. Rapidement, des avis de recherche ont été publiés en ligne afin de mobiliser un maximum de personnes
et faire avancer l'enquête. Pendant que les appels et les messages continuaient d'affluer, les détectives se sont rendus dans l'entreprise de location de limousines où travaillait James. Le directeur les a reçus. Il a confirmé que James faisait bien partie de leurs employés et qu'il était même l'un des meilleurs, mais lui non plus n'avait plus eu aucun contact avec lui depuis la veille lorsqu'il était parti pour sa course. Avec leur aide, les enquêteurs ont pu reconstituer une partie de l'emploi du temps du disparu. Ils ont appris que James était arrivé à l'entreprise pour récupérer le véhicule, avait pris le temps de se préparer, puis était reparti aux alentours de 4 heures du matin. En interrogeant d'autres employés, les enquêteurs ont découvert un détail intéressant. Peu de temps avant sa disparition, James avait parlé à certains collègues de sérieuses difficultés financières. Et ça a mis la puce à l'oreille des policiers. Ils ont envisagé une piste, et si James avait monté une escroquerie? Peut-être avait-il volontairement disparu pour éviter ses dettes, ou même pour arnaquer la société et récupérer un peu d'argent. Cette théorie n'était pas dénuée de fondement. Plusieurs collègues l'ont confirmé, ainsi que quelques amis proches. Tous savaient que James peinait à payer son loyer, qu'il avait accumulé du retard et que l'eau avait été coupée chez lui à cause d'impayés. Pire encore, James avait un problème avec le jeu. Les dettes s'étaient accumulées et il semblait pris dans une spirale qu'il ne contrôlait plus. Les détectives ont pensé tenir là un mobile. Alors ils ont poursuivi leurs investigations, en se rapprochant encore un peu plus du cercle intime. C'est ainsi qu'ils ont frappé à la porte d'une voisine et amie du couple, une certaine Angela Stold. Angela a raconté qu'elle avait emménagé dans cette maison, juste à côté du couple, en 2007. Très vite, tous les trois étaient devenus proches. James, souvent de retour tard de ses courses, passait parfois chez Angela pour boire un verre, discuter, se détendre un peu. Les familles s'étaient rapprochées au fil du temps. James et Candy étaient devenus de véritables amis pour Angela. Il l'avait soutenue à plusieurs reprises, notamment durant les périodes les plus sombres de sa vie qui avaient suivi son déménagement. Mais dans son témoignage, il y avait des choses qui dérangeaient, des incohérences, des détails flous. Quelque chose sonnait faux. Alors les enquêteurs ont commencé à s'intéresser de plus près à elle. Au moment de l'enquête, Angela avait 41 ans. Elle est née en 1972 à Bangkok, en Thaïlande, dans une famille militaire. Son père était alors en mission pour l'armée de l'air des États-Unis. Ce contexte particulier avait mené toute la famille à vivre à l'étranger pendant plusieurs années, au rythme des affectations militaires. Des déménagements fréquents, une instabilité permanente et des répercussions durables sur les enfants. En plus de ça, Angela était née avec un trouble de la thyroïde, une affection qui, dès l'enfance, avait influé sur son équilibre émotionnel et psychologique. Elle avait grandi avec une anxiété chronique, des épisodes dépressifs profonds, et les changements d'environnement constants, les pertes de repères, les amitiés éphémères, n'avaient fait qu'aggraver son état. Les nombreux stress liés à cette vie instable ont fini par aggraver l'état d'Angela. Finalement, la famille s'est installée en Géorgie, mais pour Angela, ce nouveau départ a été particulièrement difficile. À ce moment-là, elle entrait au lycée, une période déjà compliquée en soi, et encore plus quand on ne connaît personne. Pour essayer de s'intégrer, elle a commencé à traîner avec le premier groupe de jeunes qu'elle a rencontré. Malheureusement, ces adolescents venaient de milieux défavorisés, et leur influence n'était pas des plus positives. C'est au sein de ce groupe qu'Angela a fait la connaissance d'un garçon de 3 ans, son aîné. Il était déjà en première année de fac. Le courant est passé rapidement, trop rapidement. Après seulement 1 an au lycée, Angela a abandonné ses études. Elle avait 15 ans. Elle a quitté le domicile familial pour aller vivre avec ce garçon, avant de déménager en Floride avec lui. Une rupture brutale. Une adolescente coupée du monde, du jour au lendemain. Difficile de savoir comment ses parents ont réagi, mais une chose est sûre, ils n'ont rien fait pour l'en empêcher. Et ce silence, cette passivité, en dit long. Il faut aussi se remettre dans le contexte. À la fin des années 80, il n'y avait ni téléphone portable, ni réseaux sociaux. Communiquer avec ses proches, c'était compliqué, voire impossible. Les appels inter-États coûtaient une fortune, et le jeune couple n'avait pas les moyens. Les jeunes amoureux ont survécu comme ils pouvaient. Petit boulot mal payé, fin de mois difficile, ils vivaient dans la précarité, au jour le jour. Au bout de 4 ans, Angela a fini par prendre une décision. Elle a rompu.
Elle a expliqué plus tard que ce garçon, en qui elle avait placé toute sa confiance, s'était révélé être un homme violent, insultant et profondément contrôlant. Il la rabaissait constamment, la surveillait, décidait de tout pour elle. Et c'est à cause de lui qu'elle avait presque totalement coupé les ponts avec sa famille. Après la rupture, Angela n'a pas mis longtemps à retrouver un compagnon. Elle est retombée amoureuse puis s'est remariée. Elle avait alors environ 20 ans. En 1996, le couple a eu un fils, environ 3 ans après leur union. Mais là encore, l'histoire s'est mal terminée. Leur relation n'a pas tenu. Ils se sont séparés et le père de l'enfant a disparu de la circulation. Plus de nouvelles, plus de soutien, rien. Angela s'est retrouvée seule, mère célibataire, sans diplôme, sans compétences professionnelles, sans stabilité, et avec un bébé dans les bras, difficile de décrocher un vrai emploi. Sa seule expérience? Former un couple, fonder une famille. Voilà tout ce qu'elle connaissait. Alors, presque naturellement, elle s'est mise à chercher un nouveau partenaire, quelqu'un qui pourrait subvenir à ses besoins, quelqu'un pour la sauver. Aux alentours de ses 25 ans, Angela a rencontré Joe. Très vite, ils se sont mariés. De cette union sont nés 2 autres enfants, un garçon et une fille. C'est à cette époque qu'Angela et sa petite tribu ont déménagé pour s'installer non loin de James et Candy. Malgré ses troubles psychologiques, ses hauts et ses bas émotionnels, Angela avait réussi pendant un temps à construire une vie de famille relativement stable. Ils vivaient tranquillement, élevaient leurs enfants, mais, comme les précédentes, cette relation aussi était vouée à l'échec. En 2011, Joe a quitté Angela. Il l'a abandonnée, elle et les enfants. Plus tard, elle a déclaré que Joe était un homme toxique, manipulateur, exactement comme tous les autres avant lui, et que c'était pour cette raison qu'elle avait mis fin à leur relation. Quoi qu'il en soit, le résultat était le même. Angela s'est retrouvée seule, encore une fois, avec 3 enfants à charge. Elle n'avait toujours aucun emploi stable, aucun revenu fixe. Heureusement, ses enfants les plus âgés étaient déjà assez grands pour se débrouiller seuls. Elle bénéficiait également de prestations sociales versées par l'État qui lui permettaient de survivre. C'était suffisant pour une vie modeste, serrée, sans fioritures. Mais Angela en voulait plus. Elle rêvait de liberté financière, de confort, de contrôle. Alors, Angela s'est tournée vers son bon ami, James. Il lui a tendu la main, lui a permis de gérer un peu de sa comptabilité, histoire qu'elle puisse gagner quelques dollars. Une aide modeste, mais précieuse. Tout semblait bien se passer, jusqu'au moment où James a commencé à avoir, lui aussi, des problèmes financiers. Il voulait toucher des aides sociales de l'État, mais il avait besoin d'un intermédiaire pour ça. Il a donc proposé à Angela de l'aider. Et elle a accepté. Peu à peu, leur amitié s'est transformée en relation de codépendance. Angela, qui avait plus de latitude pour recevoir certains types d'allocations, a commencé à encaisser pour lui des chèques d'aide sociale. À chaque transaction, elle recevait 100 $. C'était sa paie pour ce service comptable un peu particulier. Sur le papier, le plan paraissait parfait, mais en réalité, les montants encaissés étaient modestes, et surtout, l'arrangement paraissait très douteux. À tel point que certains enquêteurs ont commencé à se demander si la nature de leur relation n'était pas plus intime, plus profonde que ce que la voisine prétendait. Une question en particulier dérangeait les policiers. Pourquoi Angela s'occupait-elle du budget de James, à la place de Candy, sa propre compagne? Cette proximité soulevait bien des doutes. Alors les enquêteurs ont creusé. Après leur entretien avec Angela, une chose était claire. Elle avait accès au compte de James, et ce même après sa disparition. Plusieurs transactions suspectes avaient été effectuées alors que James était introuvable. Et pourtant, lors de son audition, Angela s'est montrée calme, sincère, presque désarmante. Rien dans son comportement ne semblait suspect. Elle ne bégayait pas, ne s'en mêlait pas dans ses propos. Les policiers n'avaient rien de concret pour l'incriminer. Ils ont donc, temporairement, mis de côté cette piste et se sont tournés vers Candy, la compagne de James. Et là, ils ont appris quelque chose de troublant. Candy a expliqué que le 3 avril, soit le jour suivant la disparition, elle avait reçu plusieurs messages de James, des messages bizarres. Il disait qu'il allait bien, mais qu'il devait se mettre au vert,
pendant quelque temps. Disparaître, temporairement. Se cacher. Sauf que Candy n'était pas la seule à les avoir reçus. D'autres membres du cercle proche avaient reçu exactement le même message, mot pour mot. Des amis, des connaissances proches du couple. Et après ça, plus rien. Silence radio. James ne répondait plus à aucun appel, aucun message. Il s'était volatilisé. Alors oui, on aurait pu croire qu'il fuyait pour éviter ses dettes, qu'il avait décidé de tout quitter, de s'effacer. Les enquêteurs sont revenus chez Angela, cette voisine désormais au cœur de toutes les suspicions, qui gérait, rappelons-le, le budget personnel de James. Cette fois, ils lui ont demandé de visiter sa maison. Et là, tout a pris une autre tournure. Dès l'entrée, l'évidence a frappé. Quelque chose n'allait pas. La maison était dans un état déplorable. Des déchets entassaient le sol, de la vaisselle sale traînait un peu partout, des restes de nourriture en décomposition dégageaient une odeur nauséabonde. Une véritable zone sinistrée, malsaine, suffocante. Et ce cauchemar sanitaire, elle le partageait avec ses enfants. Mais malgré le chaos ambiant, aucune trace de James. Rien. Pas un indice. Angela, visiblement peu perturbée, a accepté de participer à un interrogatoire officiel, cette fois enregistré. Elle a répété la même version. Entre elle et James, il n'y avait aucune relation amoureuse. Juste de l'amitié. De la confiance, oui, mais rien de plus. Elle était triste lors de cet interrogatoire et pleurait. Elle a aussi assuré que James n'était pas dépendant aux drogues. Il lui arrivait, selon elle, de consommer à l'occasion, parfois le week-end, pour se détendre, en mélangeant substances récréatives et médicaments sous ordonnance. Mais pas plus. Et puis, Angela a lâché une révélation étrange. Elle aurait vu James après sa disparition officielle. Il serait venu chez elle, lui aurait demandé de l'argent, qu'elle aurait refusé de lui donner. Il se serait alors emporté puis serait parti brusquement. Une version bancale. D'autant plus que, lorsque les policiers lui ont demandé de le contacter immédiatement, Angela a refusé, prétextant qu'elle n'arrivait pas à le joindre. Mais cette fois, les enquêteurs n'étaient pas dupes. Quelque chose sonnait faux. Le ton, l'attitude, le manque d'émotion, les incohérences. Sur cette base, 2 détectives ont pris la relève, pressant Angela. Ils ont intensifié la pression, lui demandant encore et encore de contacter James, de prouver qu'il allait bien. James risquait de gros ennuis. Ses comptes étaient dans le rouge. Et toute cette situation pouvait facilement dégénérer en fraude. Pour éviter que les choses n'empirent, les enquêteurs ont demandé à Angela d'appeler James. Ils lui ont suggéré de lui proposer de revenir, tant qu'il était encore temps. Mais elle a refusé catégoriquement. Et plus l'enquête avançait, plus les déclarations d'Angela devenaient confuses. Les versions changeaient. De nouveaux éléments surgissaient à chaque entretien. Un jour, elle a affirmé que James lui avait parlé d'un collègue de travail qui lui aurait fait des menaces. Un homme à qui James devait de l'argent. Selon elle, ce collègue l'aurait menacé avec un couteau sous la gorge, et Angela était convaincue que cet homme pouvait être impliqué dans sa disparition. À ce stade, les enquêteurs ont commencé à creuser la piste du travail. Angela avait mentionné des tensions avec l'équipe, alors ils ont brièvement orienté leur attention vers le patron de l'entreprise de limousine. Peut-être que quelque chose s'était produit là-bas, mais tout est resté flou, contradictoire, chaotique, jusqu'au 21 avril 2013. Ce jour-là, une nouvelle femme a contacté le bureau du shérif du comté de Volusia. Elle a dit savoir qui était responsable de la mort de James, et d'après elle, James Schiffer n'avait pas disparu volontairement. Il avait été tué. Mais le plus incroyable restait à venir. La personne qui téléphonait, c'était la sœur d'Angela. Et ce qu'elle affirmait était sans appel. Sa propre sœur avait attaqué James, et aujourd'hui, elle envisageait de mettre fin à ses jours. Un tournant décisif. Une accusation gravissime, provenant d'un membre de la même famille. Les détectives n'ont pas hésité une seconde. Ils sont retournés immédiatement chez Angela. Et cette fois, ils l'ont trouvée méconnaissable, hirsute, désorientée, en plein effondrement nerveux. Elle tenait des propos confus, incohérents. Son comportement était jugé dangereux, aussi bien pour elle-même que pour les autres. Les forces de l'ordre ont donc ordonné son placement en détention avant qu'elle ne soit transférée, conformément à la procédure de l'État, pour 72 heures en hôpital psychiatrique, afin d'y subir une évaluation. Mais avant cela,
Angela a passé quelques heures en garde à vue au poste du shérif. C'est là qu'elle a laissé entendre qu'elle savait ce qui était arrivé à James. Elle a même demandé à parler aux policiers, mais une fois installée dans la salle d'interrogatoire, elle s'est rétractée. Elle a invoqué son droit au silence, plus un mot. Ce n'est que plus tard, depuis l'hôpital psychiatrique, qu'Angela a de nouveau demandé à parler à la police. Et cette fois, elle a commencé à parler. Elle a déclaré que tôt le matin, elle avait appelé son voisin James. Le jour de la disparition de James, Angela a expliqué qu'elle s'était rendue sur son lieu de travail avec ses enfants aînés pour le récupérer. Il venait de terminer une course, il était libre. Ils sont rentrés chez elle, et là, ils ont commencé à boire. Angela a avoué avoir préparé un mélange de schnapps à la pêche et de vodka, dans lequel elle avait ajouté un myorelaxant, un médicament délivré uniquement sur ordonnance. James était parfaitement au courant. C'est même lui qui avait écrasé les comprimés pour qu'ils se dissolvent plus vite et que l'alcool fasse davantage d'effet. Après avoir bu un verre, James a demandé à son ami si son père pouvait lui prêter entre 2 et 4 000 $. Angela a été choquée. James savait pourtant que le père de son ami était gravement malade, qu'il luttait pour sa vie et qu'il avait besoin de chaque centime pour ses soins. Mais James, lui, était au bout du rouleau. Il demandait de l'argent à tout le monde. Il avait peur que sa famille soit expulsée, que tout s'écroule. Angela a trouvé sa demande indécente, malvenue. Mais elle n'a rien laissé paraître. Elle s'est contentée de répondre qu'il faudrait lui poser la question directement. Alors James a proposé de l'emmener tout de suite chez son père. Il ne voulait pas attendre. Il avait besoin de cette aide maintenant. Ils sont montés dans la voiture d'Angela et vers 5 heures du matin, ils ont pris la route. Mais en arrivant près de chez son père, ce dernier dormait encore. Il fallait attendre. Alors ils se sont arrêtés pour tuer le temps. Et ironiquement, cela s'est produit juste à côté du cimetière Osteen, à Daytona. C'est là qu'Angela a craqué. Elle lui a dit qu'elle refusait de demander de l'argent à son père mourant. Elle lui a reproché ses demandes incessantes, ses dettes, son addiction au jeu. Elle était furieuse. Elle lui a exigé le remboursement de l'argent qu'elle lui avait prêté, et elle a ajouté que plus jamais elle ne lui donnerait le moindre centime. James, selon elle, est alors devenu violent. Il aurait menacé de la tuer et même de s'en prendre à ses enfants. Angela a dit avoir pris ses menaces au sérieux. Alors, prise de panique, elle a attrapé le premier objet qu'elle a trouvé dans le coffre, un piolet qu'elle gardait avec son matériel de randonnée, et elle l'a frappé au visage, touchant l'œil. James n'est pas mort sur le coup. Il était désorienté, en état de choc, en train de hurler. Alors Angela a attrapé un cordon en PVC qu'elle utilisait, selon elle, pour ses excursions en forêt, afin de grimper aux arbres. Elle l'a enroulé autour du cou de James, s'est adossée contre le siège conducteur et a tiré de toutes ses forces. Le piolet était toujours planté dans son crâne. Au bout de quelques minutes, James s'est étouffé. Il a cessé de bouger. Plus un bruit, plus un souffle. Angela a desserré l'étreinte, puis a retiré le piolet de l'œil droit de sa victime. Et là, dans un dernier geste de rage, elle a frappé James en plein dans l'œil gauche. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle s'est calmée, quand elle s'est assurée qu'il était bel et bien mort. Selon ses dires, elle transportait tous ses objets, le piolet, le cordon, dans sa voiture, car elle prévoyait de partir en randonnée le mois suivant. Une explication à peine croyable, mais qu'elle a répétée aux policiers. Les enquêteurs, eux, étaient abasourdis par ce qu'ils entendaient. James n'avait rien demandé d'indécent. Il n'avait pas agressé, il n'avait pas menacé de mort, il avait juste demandé de l'aide. Un dernier coup de main alors qu'il était au bord de l'expulsion, avec des enfants à charge. Et au lieu de lui dire non, au lieu de couper les ponts, Angela avait choisi de le tuer. Il est même probable qu'il ait tenté de contacter le père d'Angela non pas par opportunisme, mais parce qu'il avait déjà emprunté de l'argent à cet homme par le passé et l'avait remboursé. Il savait que la fille ne pourrait rien lui prêter. Il ne lui restait tout simplement plus personne à qui demander. Mais ce qui a particulièrement alerté les enquêteurs, c'est l'idée que le crime ait pu être prémédité. Selon eux, il est très peu probable que James ait réellement proféré des menaces. Ils pensaient plutôt qu'Angela, déjà fragile psychologiquement, avait peut-être déliré, influencée par la paranoïa, les pensées suicidaires, la dépression chronique. Peut-être même qu'elle avait tout imaginé, mais cette piste n'a pas tenu longtemps.
Les psychiatres chargés de l'examiner ont conclu qu'au moment des faits, Angela était parfaitement consciente de ses actes. Elle comprenait ce qu'elle faisait. Autre détail troublant, le cordon en PVC. Il était muni de 2 poignées en bois à ses extrémités. Du matériel rudimentaire, mais parfait pour étrangler. L'excuse selon laquelle une femme de 41 ans se servirait de ce genre de corde pour grimper aux arbres a été jugée hautement improbable. Les enquêteurs en étaient convaincus. Angela transportait volontairement cet arsenal dans sa voiture. Pas pour camper, pas pour randonner, mais pour tuer. Alors ils l'ont poussée à en dire davantage. Comment elle avait fait? Pourquoi elle n'avait pas arrêté? Angela, froide, presque mécanique, a rejoué la scène. Elle a montré aux policiers comment elle avait passé le cordon autour du cou de James, alors que le piolet était encore fiché dans son œil. Elle s'est appuyée avec les pieds contre le siège, a tiré de toutes ses forces. James s'est défendu, hurlait, se débattait. Et là, elle a donné un grand coup sur le piolet, l'enfonçant encore plus profondément dans le crâne de James. Ses mouvements se sont ralentis, puis affaiblis. Angela a continué de serrer encore, jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Sa tête s'est affaissée sur le tableau de bord, ses lèvres ont commencé à produire un râle étrange, ses membres à se contracter dans un dernier sursaut de vie. Angela a dit qu'elle était terrifiée, sous le choc, mais ce choc ne l'a pas empêchée de reprendre le piolet et de frapper une seconde fois dans le 2e œil. Juste pour être sûre qu'il ne se relèverait jamais. Et pourtant, le plan d'Angela ne faisait que commencer. Angela a enveloppé la tête de James dans un sac plastique pour ne pas éclabousser sa voiture de sang. Le cadavre sur le siège, elle est rentrée chez elle, puis a traîné le corps jusqu'au cabanon, derrière la maison. Là, dans le calme lugubre de cet abri, Angela a pris une scie à métaux et elle a commencé à découper le corps en morceaux. Elle a détaché la tête, l'a placée dans une casserole et l'a mise à bouillir sur sa propre cuisinière. Elle pensait que la cuisson pouvait accélérer la décomposition, faciliter l'élimination des preuves. Et elle n'a pas fait ça qu'avec la tête. Tous les morceaux sont passés sur les plaques de cuisson. Des bras, des jambes, des restes d'organes. Dans des marmites, dans sa cuisine, comme si de rien n'était. Ce qui glace le sang, c'est que pendant que la tête de James bouillait, Angela a reçu les enquêteurs chez elle pour parler de sa disparition. Mais ils n'ont rien remarqué, car la rencontre a eu lieu devant la maison, dans la rue, personne n'est entré. Si seulement ils avaient franchi le seuil, s'ils avaient senti cette odeur atroce, montante, acide, écœurante, ils auraient peut-être découvert l'horreur plus tôt. Sa propre fille, un jour, a d'ailleurs senti quelque chose d'étrange. Elle a demandé « Maman, c'est quoi cette odeur ?» Et Angela, souriante, lui a répondu en plaisantant « Je fais cuire un rat. » Mais pendant ce temps, le corps de James était découpé, réduit en morceaux et cuisait à petit feu. Quand la police a finalement organisé une perquisition, il était trop tard. Angela avait déjà terminé le démembrement, emballé les morceaux dans des sacs poubelles, puis les avait dispersés à travers la ville, dans différents quartiers. Et elle n'était pas seule. Ses enfants aînés l'avaient aidée, sans savoir ce qu'ils transportaient. Elle leur avait dit qu'elle avait écrasé un cerf. Elle leur avait interdit d'entrer dans le cabanon, là où elle avait transformé l'abri de jardin en boucherie humaine. En parallèle, elle continuait à effacer les traces. Elle a nettoyé le sang, désinfecté sa voiture, lavé les outils de randonnée. Tout. Rien n'avait été laissé au hasard. Angela a même poussé le cynisme jusqu'à utiliser le téléphone de James pour répondre aux messages de ses proches. Elle faisait croire qu'il allait bien. Elle répondait à Candy, à la famille, aux amis. Elle entretenait l'illusion pendant plusieurs jours, même après que James ait été déclaré officiellement disparu. Mais une fois qu'elle a tout avoué, Angela a été arrêtée pour meurtre au second degré. Les enquêteurs, pour confirmer son récit, se sont lancés dans une traque méthodique des restes humains, mais ils n'ont retrouvé que 56 os sur les 206 que compte le corps humain. C'est donc dans un cercueil fermé, sans visage, sans identité visible, que les proches de James ont enterré ce qu'il restait de lui. Le témoignage d'Angela a pourtant été jugé crédible et les faits confirmés. Les circonstances, planification, dissimulation, démembrement, manipulation,
ont convaincu le procureur de requalifier les charges. Le dossier est passé à meurtre au premier degré. À cela se sont ajoutées des accusations supplémentaires: destruction de cadavres, falsification de preuves, obstruction à la justice. Le 2 décembre 2014, le procès d'Angela Stolt s'est ouvert devant la cour du comté de Volusia. La femme de 42 ans a immédiatement avoué avoir tué son meilleur ami, mais elle a insisté. Elle l'a fait par légitime défense. Le ministère public voulait briser la version d'Angela, démontrer que son acte n'avait rien à voir avec la légitime défense. Il voulait une condamnation pour meurtre avec préméditation, en première instance. Le mobile? L'argent. Angela avait connu des difficultés financières toute sa vie, et ce jour-là, elle avait eu peur que James la manipule, qu'il se serve d'elle encore une fois. Une crainte qui, dans un esprit aussi instable que le sien, avait pu se transformer en menace fantasmée. Sur le papier, ça pouvait sembler tiré par les cheveux, mais dans le contexte émotionnel et psychologique de l'accusé, c'était plus que plausible. Et c'est là qu'est survenu un retournement inattendu. L'élément décisif est venu de sa propre sœur. Celle-là même qui, quelques semaines après que James ait été déclaré disparu, avait appelé la police. Elle a témoigné contre Angela en tant que témoin à charge. Et ce qu'elle a raconté a changé le cours du procès. Elle a expliqué qu'un jour Angela avait convoqué toute la famille, une sorte de réunion de crise, et là, devant ses proches, elle a avoué avoir tué James, son meilleur ami. Elle a raconté que ce jour-là, elle avait trop bu, que le mélange d'alcool et de substances illicites l'avait désinhibée, avait fait ressortir sa colère, sa rancune, son impulsivité. Elle s'est emportée. Elle a tenté de l'étrangler. Mais James s'est débattu. Il a lutté pour vivre. Alors Angela a pris le piolet et elle l'a terminé, volontairement, pour être sûre qu'il ne s'en sorte pas. Après cette confession, elle leur a dit qu'elle comptait se donner la mort. C'est ce moment-là qui a poussé la sœur à alerter les autorités, non seulement pour empêcher Angela de se suicider, mais surtout pour protéger ses enfants, qui vivaient avec une femme devenue dangereuse. Lors de son témoignage, la sœur d'Angela n'a pas caché sa douleur. Elle souffrait terriblement de devoir accuser un membre de sa propre famille. Mais face à l'horreur, au crime, à la vérité, elle n'a pas eu le choix. Et ce témoignage, déchirant mais crucial, a marqué un tournant irréversible dans le dossier. L'histoire d'une amitié qui s'est terminée dans une marmite, sous une pluie d'illusions, de dettes et de sang. La sœur d'Angela était consciente du danger que représentait sa propre sœur, pour ses enfants, pour elle-même et pour la société tout entière. Pour tenter de sauver ce qui pouvait l'être, Angela a décidé de témoigner elle-même devant les jurés. Elle voulait prouver que tout s'était passé en légitime défense, mais au lieu de convaincre, elle a scellé son sort. Ses propos ont été jugés absurdes, incohérents, parfois même délirants. Et plus elle parlait, plus il devenait évident. Angela n'était pas une victime. Elle était le bourreau. Elle avait planifié, organisé, exécuté. Elle avait démembré, fait bouillir, nettoyé, menti. Et tout cela avec ses enfants dans la maison, enfants qui s'étaient plaints à plusieurs reprises des odeurs insoutenables. Le 5 décembre 2014, après avoir entendu tous les témoignages, les jurés se sont retirés pour délibérer. 3 heures plus tard, le verdict est tombé, unanime. Angela Stolt a été reconnue coupable de meurtre au premier degré, de mutilation d'un cadavre et de falsification de preuves dans le but d'entraver l'enquête. Au moment du verdict, Angela est restée impassible, absente, presque déconnectée. On aurait dit qu'elle ne comprenait pas ce qui se jouait devant elle, ou pire, que ça ne lui faisait ni chaud ni froid. Elle a été condamnée à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Jusqu'au bout, Angela n'a jamais reconnu l'ampleur de l'horreur qu'elle avait infligée. Dans son esprit, elle restait une femme trahie, une victime d'hommes qui ne voyaient en elle qu'un portefeuille ou un tremplin. Elle croyait sincèrement que James avait essayé de profiter d'elle pour de l'argent. Et à travers lui, elle avait revu tous les hommes de sa vie, leurs humiliations, leur silence, leurs manipulations. Mais cette fois, la vengeance n'a pas été symbolique. Elle a été totale, physique, barbare, et elle a coûté la vie à celui qui l'avait pourtant toujours soutenu, à son meilleur ami, à celui qui ne demandait qu'un peu d'aide dans ses derniers instants de détresse. Mais face à Angela, la détresse n'a rencontré que la mort.
Merci d'avoir suivi cette affaire glaçante jusqu'à la fin. Comme toujours, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans l'univers des affaires criminelles. À bientôt.